Au large de Cannes, sous le soleil doux d'un printemps azuréen, un yacht solitaire ondoie sur les vagues calmes. À son bord, Oriana Di Pietro savoure un moment de tranquillité. Héritière d'une puissante famille milanaise et éditrice respectée, c'est une femme en apparence invincible. Habituée aux tourments du monde, ancienne journaliste de guerre, elle a affronté bien des dangers. Mais en cette fin d'après-midi paisible, c'est un danger intime et insoupçonné qui la guette. Sur le pont désert battu par une brise tiède, Oriana ferme un instant les yeux, bercée par le ressac, jusqu'à ce qu'un craquement la tire de sa rêverie. Une silhouette se glisse derrière elle. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, un choc brutal lui déchire le crâne. La douleur est fulgurante. Le sang chaud coule sur sa nuque. Stupéfaite, Oriana s'effondre. Dans un flou terrifiant, elle entrevoit le visage de son assaillant. Un visage qu'elle connaît. Ses yeux s'écarquillent d'horreur et d'incompréhension. Elle voudrait crier un nom, comme en toi, mais aucun son ne sort de sa gorge. Le monde vacille, tandis qu'elle sombre dans l'inconscience. Le goût du sel et du sang sur les lèvres, le regard figé sur ce visage familier qui la regarde froidement. Le clapotis des vagues contre la coque est la dernière chose qu'elle entend alors que la nuit se referme sur elle. Dix jours plus tard, Oriana meurt à l'hôpital sans jamais être sortie du coma. La Côte d'Azur bruisse du scandale. Une riche héritière attaquée sauvagement sur son propre yacht au large des îles de l'Airain. Qui a bien pu commettre un crime aussi audacieux? Très vite, la police locale se tourne vers le suspect le plus évident, Adrien Di Pietro, le mari d'Oriana. Pianiste de jazz talentueux et séduisant, Adrien était l'époux charmant d'Oriana, formant avec elle un couple en vue et en apparence parfait. Mais les apparences sont trompeuses. On découvre qu'Adrien entretenait une liaison avec une autre femme. Oriana et Adrien, mariés depuis plus de 10 ans et parents de jeunes enfants, affichaient une réussite insolente. Belle famille, fortune, succès artistique d'Adrien. Pourtant, dans l'intimité, leur amour s'était fané. Adrien, la quarantaine élégante, se sentait étouffé dans ce mariage où il n'était plus que le mari de la brillante Oriana. Et Oriana, absorbée par son travail d'éditrice et les responsabilités familiales, sentait bien la distance grandir. Le vernis du bonheur conjugal se fissurait. Justine Taillandier, l'officier de police chargé de l'enquête, perçoit immédiatement les tensions sous-jacentes. Justine est une femme déterminée, empathique, mais échaudée par la vie. Tout récemment, son propre mari l'a quittée pour une femme plus jeune, la laissant le cœur en miettes. Cette trahison personnelle colore forcément son regard lorsqu'elle interroge Adrien Di Pietro pour la première fois, peu après l'agression d'Oriana. Face à elle, dans la salle d'interrogatoire au néon blafard, Adrien joue le rôle du mari éploré et indigné qu'on suspecte. Il nie farouchement toute implication. Il affirme qu'il aimait sa femme, malgré les hauts et bas, et qu'il n'aurait jamais levé la main sur elle. Oui, il admet d'une voix grave avoir fait une erreur en fréquentant une autre femme. Mais il jure que cette liaison était terminée et qu'il cherchait à recoller les morceaux avec Oriana. Ses yeux verts brillent de larmes contenues quand il demande d'une voix brisée: « Comment pouvez-vous imaginer que j'ai voulu la tuer ?» Justine, en face de lui, soutient son regard. Elle sent en Adrien un mélange déroutant de sincérité, de charme et de mystère. Il a cette façon de parler, calme et envoûtante, qui la déstabilise un peu. Cependant, les faits sont là. Adrien avait un mobile,
S'il voulait refaire sa vie avec sa maîtresse, Oriana était un obstacle. Et peut-être y avait-il l'argent en jeu. Oriana, riche héritière, possédait une fortune et sans doute une assurance vie conséquente. En son fort intérieur, Justine s'efforce de ne pas se laisser attendrir. Elle sait combien les meurtriers peuvent être de brillants comédiens. Malheureusement, malgré les soupçons, aucune preuve concrète ne relie Adrien au crime. Ce soir de printemps 2023, affirme-t-il, il n'était même pas à bord du yacht. Il prétend qu'Oriana était partie seule se détendre sur leur bateau et que lui jouait du piano dans un club de jazz à Antibes devant des dizaines de témoins. En recoupant, les enquêteurs confirment qu'Adrien a bien assuré un set musical ce soir-là en ville. Plusieurs clients du club se rappellent l'avoir vu jouer. Si c'est vrai, il ne pouvait être en mer en même temps. Cette quasi-certitude lui offre un alibi de béton, et l'enquête patine. Justine, malgré ses intuitions, doit relâcher Adrien faute de preuves. Le mystère demeure entier. Oriana a été frappée avec une arme contondante, un objet lourd, peut-être un tisonnier de cheminée ou quelque chose de similaire. Mais l'arme du crime reste introuvable. Aucune empreinte décisive n'a été relevée sur le yacht, lavé en partie par les embruns. La seule personne ayant un motif valable est Adrien, et lui clame son innocence avec une élégance troublante. Le charisme du pianiste commence même à semer le doute chez Justine. Et si elle faisait fausse route? Se pourrait-il qu'un rôdeur soit monté à bord pour voler quelque chose et qu'Oriana ait été victime d'un cambriolage qui a mal tourné? Ou un ennemi d'Oriana lié à son passé de journaliste de guerre? Les pistes s'enchevêtrent, aucune ne convainc pleinement, et le dossier s'enlise. Presque un an passe sans qu'on identifie le coupable. L'affaire Oriana Di Pietro demeure une énigme qui hante Justine. La policière obstinée refuse de classer le dossier. Elle relit les PV d'audition, épluche la vie du couple, explore la moindre rumeur. C'est ainsi qu'elle apprend davantage sur Adèle Keller, l'insaisissable maîtresse d'Adrien. Jeune femme de 25 ans, Adèle a été la discrète ombre dans la vie d'Adrien pendant près de 2 ans. À Antibes, Adèle menait une existence presque invisible. Serveuse dans un bar où Adrien jouait parfois du piano, personne ne se doutait qu'elle vivait une passion secrète avec un homme marié. Justine parvient à lui mettre la main dessus pour l'interroger. Terrifiée et mal à l'aise, Adèle nie d'abord toute liaison, puis devant les éléments, des messages retrouvés sur un téléphone jeté par Adrien, des photos volées d'eux, elle finit par avouer sa relation avec Adrien. Elle jure cependant n'avoir rien à voir avec la mort d'Oriana. Selon Adèle, elle n'a jamais rencontré Oriana en personne. En effet, Oriana ignorait tout d'elle, du moins c'est ce qu'Adèle pensait. En larmes, la jeune femme explique qu'Adrien lui avait promis de quitter sa femme, qu'ils devaient s'enfuir ensemble, mais qu'il reculait sans cesse. Peu avant le drame, Adèle avait décidé de tout arrêter, lassée d'être la seconde. Elle avait eu le cœur brisé de renoncer à Adrien, lui qui avait été une lumière dans sa vie si sombre. Car Adèle traîne derrière elle des blessures profondes. Orpheline depuis un accident de voiture, ayant emporté ses parents, survivante d'un cancer qui a failli la tuer à l'adolescence, elle s'était raccrochée à cet amour interdit comme à une planche de salut, quitte à s'y perdre. Mais elle affirme que la veille de l'agression, elle avait envoyé un message à Adrien pour lui dire adieu, convaincue qu'il ne quitterait jamais Oriana. Justine écoute Adèle et veut la croire. La détresse de la jeune femme semble authentique. Pourtant, quelque chose la chiffonne. Adèle admet avoir menti sur un point. Contrairement à ce qu'elle a dit d'abord, elle a bien vu Oriana une fois, quelques semaines avant l'agression.
c'est Oriana qui l'avait contacté en secret. Ayant découvert par hasard l'existence de la liaison, Oriana était trop fine pour ne pas remarquer les indices. Un parfum inconnu sur une chemise d'Adrien, des absences inexpliquées. Elle était parvenue à obtenir le numéro d'Adèle. Au lieu de scandale ou de colère, Oriana avait proposé une rencontre élégante et posée dans un café discret de Nice. Adèle, honteuse et curieuse à la fois, y était allée. Ce fut une entrevue glaciale. Oriana, digne et blessée, lui avait conseillé fermement de s'éloigner d'Adrien, pour le bien de tous. Pas d'éclat de voix, mais une menace voilée qu'Adèle n'a pas oubliée. « Je protège ma famille, mademoiselle. Si vous ne disparaissez pas de notre vie, quelqu'un pourrait se faire très mal. » Sur le moment, Adèle l'avait prise pour une mise en garde contre elle, la maîtresse indésirable. Effrayée, elle avait effectivement décidé de rompre avec Adrien peu après. Mais aujourd'hui, en repensant à cette phrase après la mort d'Oriana, Adèle se demande si ce n'était pas un sinistre présage pour Oriana elle-même. Oriana aurait-elle pu imaginer un tel dénouement? Cette révélation jette un éclairage nouveau sur la victime. Oriana savait. Durant les dernières semaines de sa vie, elle a porté le fardeau de ce secret douloureux en silence. Son journal intime, que Justine retrouve parmi les affaires personnelles remisées par la famille, dévoile une femme en proie à un tourbillon d'émotions. Oriana y confie ses doutes, sa colère froide, mais aussi son amour tenace pour Adrien. Malgré la trahison, elle espérait encore sauver son mariage. Dans ses notes, on lit la peine immense qu'elle a ressentie en découvrant l'adultère. Ce soir, le ciel d'Antibes est noir, comme si les étoiles s'étaient éteintes d'un coup. Adrien m'échappe, glisse vers une autre. Comment en sommes-nous arrivés là? Puis, quelques jours plus tard, un ton plus déterminé apparaît. Oriana parle de reprendre les rênes de sa vie, de ne pas se laisser voler son bonheur par une intruse. Elle évoque ce rendez-vous café avec Adèle, son besoin de la regarder dans les yeux, de comprendre qui est cette fille. Elle était si jeune, si frêle, je n'ai même pas pu la haïr. La vraie trahison vient de lui, écrit Oriana. Elle conclut une de ses dernières entrées par une phrase énigmatique. Il faut que cela cesse, quitte à ce que quelqu'un devienne quelqu'un d'autre. Justine referme le journal, le cœur serré. Elle commence à percevoir l'ampleur du drame intime qui s'est joué. 3 personnes, 3 vérités, et au milieu Oriana qui a voulu maîtriser les événements et n'en a récolté que la tragédie. Mais qui, au final, a pris l'initiative fatale? À ce stade, Justine a 2 versions contradictoires. Adrien qui se dit innocent et n'admet que des torts moraux, et Adèle qui avoue la liaison mais nie farouchement le meurtre. Oriana, elle, n'est plus là pour parler. Tout ce qu'on a, ce sont ses écrits fiévreux et son agression inexpliquée. L'enquête piétine toujours jusqu'à un coup de théâtre près d'1 an après le crime. Un matin, Justine reçoit un appel anonyme. L'interlocuteur affirme qu'une preuve capitale a été cachée et qu'il sait où la trouver. Avant que Justine n'ait pu l'identifier, l'anonyme raccroche en soufflant « Le tisonnier, cherchez le tisonnier ». Le tisonnier, ce mot fait l'effet d'une décharge dans l'esprit de la policière. Une intuition la frappe. L'arme du crime pourrait être un simple tisonnier de cheminée. Or, qui possédait ce genre d'objet? Les Di Pietro ont une villa avec une grande cheminée. Et Adèle logeait dans un appartement modeste sans foyer. Fébrile, Justine mobilise une équipe. Suivant cette piste, les policiers fouillent le débarras d'une dépendance sur la propriété d'Adèle, indiquée par l'appel anonyme. Ils
ils y découvrent un tisonnier de fer noirci portant des traces brunâtres de sang séché. Analyse faite, le sang est celui d'Oriana. C'est l'arme du crime. Et pire, les empreintes digitales d'Adèle recouvrent le manche. La jeune femme abasourdie clame que c'est impossible, qu'elle n'a jamais eu ce tisonnier entre les mains. Personne ne la croit. Pour les enquêteurs, c'est la pièce manquante. Adèle Keller a visiblement menti. Elle avait non seulement un mobile, éliminé la femme de l'homme qu'elle aimait, mais désormais une preuve matérielle la relie à l'agression mortelle. Adèle est arrêtée et mise en examen pour le meurtre d'Oriana. Effondrée, elle hurle son innocence, implore Adrien de la défendre. « Dis-leur, tu sais bien que je n'ai pas fait ça. » Mais Adrien blême, reste à distance. Il témoigne, la voix teintée de douleur, qu'il ignorait qu'Adèle pût être violente, qu'il est tombé de nu. Il joue parfaitement le rôle du veuf choqué, qui découvre que sa maîtresse aurait pu commettre l'irréparable par passion jalouse. Dans le fond de ses yeux, pourtant, Adèle ne voit qu'une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. Elle comprend, trop tard, qu'elle a été manipulée. On l'emmène en détention provisoire. Justine assiste à la scène, partagée entre la satisfaction d'avoir enfin une coupable à livrer à la justice et un étrange malaise. Est-ce vraiment toute la vérité? Les indices sont accablants, oui. Pourtant, Adèle semblait sincère dans ses dénégations. Et cet appel anonyme providentiel qui a donc guidé la police pile au bon endroit. Un corbeau bien renseigné, peut-être trop bien renseigné. Malgré ses doutes fugaces, l'enquête officielle est close. Aux yeux de la justice, l'affaire est résolue. Oriana Di Pietro a été tuée par la jeune maîtresse éconduite, aveuglée par la passion. Adrien Di Pietro est innocenté, blanchi par l'évidence nouvelle. Dans la presse, on raconte cette histoire comme celle d'un triangle amoureux tragique. Une épouse trahie, une maîtresse jalouse, un mari pris entre deux feux et un dénouement sanglant. Adrien, le veuf éploré, gagne en sympathie auprès du public et auprès de Justine. La policière, soulagée de voir le mystère levé, se surprend à ressentir pour lui une émotion tendre. Durant la garde à vue d'Adrien, elle avait entrevu un homme sensible et charismatique. Désormais, le sachant blanchi, elle s'autorise à voir en lui plus qu'un suspect. Eux que tout opposés, la veuve d'un amour et le veuf d'une épouse, partagent finalement un étrange lien. Après la mise en accusation d'Adèle, Justine et Adrien continuent de se voir. D'abord pour boucler quelques formalités, puis parce qu'ils en ont envie. Un soir d'hiver, ils dînent ensemble, les enfants d'Adrien jouant non loin du salon. Justine se laisse enfin aller à sourire et à écouter le pianiste lui raconter des souvenirs d'Oriana, de sa musique, de ses rêves brisés. Il parle avec une tristesse sincère de ce qu'il a perdu, mais aussi avec une gratitude émue du soutien que Justine lui a apporté ces derniers mois. La lueur des flammes danse dans la cheminée, répandant une douce chaleur. Pour la première fois depuis longtemps, Justine sent son cœur battre d'espoir à nouveau. Adrien se lève pour raviver le feu qui crépite. Ces deux petits garçons rient aux éclats en chahutant près du foyer. D'un geste affectueux, Adrien leur dit d'être prudents, puis s'éloigne vers la cuisine pour chercher du vin. Justine observe la scène, attendrie. Ses enfants aux boucles brunes sont adorables. Ils jouent au chevalier avec un tisonnier de cheminée qu'ils brandissent comme une épée imaginaire. L'objet de fer noir se reflète dans les yeux de Justine. Un détail lui serre soudain la gorge. Ce tisonnier ressemble en tout point à celui décrit dans le rapport,
celui qui a servi à tuer Oriana. Un tisonnier banal, certes, comme on en trouve dans de nombreuses cheminées. Et Adrien a bien le droit d'en avoir un chez lui, évidemment. Pourtant, Justine ne peut détacher son regard de cet objet anodin, devenu terrifiant dans son esprit. Est-ce réellement le sien? Son cœur s'emballe alors que les petits chevaliers rient. La lumière vacillante révèle sur le métal un minuscule éclat plus clair, comme une éraflure nettoyée. Un frisson glacé parcourt Justine. Elle repense à l'appel anonyme, à Adèle jurant son innocence, à ce léger malaise qu'elle avait eu jusqu'ici. Une intuition atroce l'étreint. Et si la vérité n'était pas celle qu'elle croyait? Adrien revient, 2 verres à la main, le sourire doux. Justine sursaute légèrement, tente de chasser les pensées importunes. Adrien pose une main légère sur son épaule. « Ça va, tu es toute pâle. » Il s'inquiète de sa voix musicale. Justine balbutie quelque chose, un reste de fatigue. Elle jette un dernier coup d'œil aux enfants qui ont reposé le tisonnier contre le porte-bûche près du feu et se sont précipités sur leur père, riant aux éclats. Adrien éclate de rire à son tour en les soulevant dans ses bras, un rire clair et innocent qui résonne sous la voûte du salon. L'image est belle, rassurante. Un père aimant, un veuf qui réapprend à sourire. Mais dans l'ombre vacillante des flammes, Justine sent poindre le doute. Son instinct de flic, qu'elle avait étouffé au nom des sentiments, se réveille douloureusement. Et si elle s'était trompée? Si Adèle disait vrai? L'idée est un coup de poignard. Cela signifierait qu'en face d'elle, sous les traits du charmant Adrien, se cache un meurtrier d'un sang-froid inimaginable. Un homme capable d'avoir sauvagement frappé sa femme, puis d'avoir manipulé tout le monde, la police, sa maîtresse, l'opinion, pour s'en sortir indemne, en héros compatissant. Justine vacille intérieurement. Elle se souvient des mots d'Oriana écrits dans son journal. Il y a ma vérité, ta vérité et la vérité. La vérité, la voilà, tapie dans un coin de ce salon chaleureux, comme un serpent prêt à surgir. Terrifiée par le cours de ses pensées, Justine réalise que tout ce qui s'est passé pourrait s'assembler autrement. Adrien, ayant compris qu'Oriana connaissait son infidélité, a peut-être prémédité de s'en débarrasser. Ce soir-là, sur le yacht, profitant d'un moment où il pouvait s'éclipser de son concert, peut-être un numéro enregistré ou une pause prolongée, qui sait, il a rejoint Oriana en secret. Oriana ne s'attendait pas à le voir, ou au contraire, peut-être l'avait-il convaincu de l'attendre pour une discussion sincère. Adèle n'était nulle part dans les parages à ce moment-là. Sur le pont, Adrien a fait face à Oriana. Ont-ils échangé des mots? A-t-il feint une ultime réconciliation avant de porter le coup fatal? On n'en saura rien. Mais Oriana, elle, a reconnu son agresseur, son propre mari. Voilà pourquoi son regard était empli d'un choc incrédule au moment du coup. Adrien l'a frappée avec ce qu'il avait apporté, un tisonnier pris dans leur villa, puis l'a laissée pour morte. Peut-être pensait-il qu'elle succomberait rapidement. Il a pu retourner à son piano à temps pour son prochain morceau, se forgeant ainsi un alibi presque parfait, tandis qu'Oriana était retrouvée trop tard, dérivant inconsciente sur la Méditerranée. La suite, Justine l'envisage, le cœur serré. Adrien, voyant l'enquête piétiner, a deviné qu'Adèle pourrait un jour parler de la menace d'Oriana au café ou éveiller les soupçons. Il fallait un coupable idéal. Alors il a fomenté ce plan diabolique. Garder l'arme bien cachée jusqu'au bon moment. Au bout de plusieurs mois,
se faire passer pour un corbeau en guidant les enquêteurs vers le tisonnier soigneusement essuyé mais portant les empreintes d'Adèle, sans doute déposées là volontairement, peut-être en la manipulant pour qu'elle le touche sans s'en rendre compte lors d'une rencontre passée. Adèle n'a jamais compris qu'elle jouait un rôle dans cette mise en scène. Et Justine a foncé tête baissée. La pièce se met à tourner légèrement autour d'elle, alors que la vérité ultime l'assaille. Adrien Di Pietro est le meurtrier d'Oriana. Il a réussi le crime parfait en faisant endosser sa faute par quelqu'un d'autre, en endormant la méfiance de tous, y compris celle de Justine, séduite par cet homme double au visage d'ange. La gorge nouée, Justine contemple Adrien qui embrasse le front de ses enfants. Il relève les yeux vers elle et sourit. Son sourire est-il un masque? Elle frissonne. Elle revoit Oriana gisant sur le pont ensanglanté de son bateau. Elle entend presque le choc sourd du fer frappant le crâne, et le rire actuel d'Adrien lui paraît soudain glaçant. Quelqu'un d'autre, oui, Adrien est quelqu'un d'autre que l'homme qu'il prétend être. Il a trompé son monde, il a pris la vie de sa femme avec une effroyable maîtrise. Justine comprend tout, mais il est trop tard. Comment prouver désormais ce qu'il a si bien dissimulé? Adèle croupit en prison, condamnée par la justice et l'opinion. Qui la croirait, elle, Justine, si elle revenait sur l'enquête en accusant Adrien sans nouvelle preuve? À cette pensée, le cœur de Justine se brise. Elle se sent complice involontaire d'une terrible injustice. La soirée touche à sa fin. Adrien dépose ses garçons dans leur chambre, endormis et confiants. Puis il raccompagne Justine jusqu'à la porte. Sous le porche, la nuit est tombée, fraîche et silencieuse. Adrien remercie longuement la jeune femme pour tout ce qu'elle a fait. Il se penche et dépose un baiser léger sur ses lèvres. Justine ferme les yeux, les larmes au bord des paupières, et répond mécaniquement à cette étreinte. Son cœur, lui, est en déroute, partagé entre l'amour naissant et l'horreur. Lorsqu'elle s'éloigne dans la nuit, Adrien la regarde partir, immobile dans l'embrasure de la porte, une ombre paisible sur le visage. Dans la voiture, Justine éclate en sanglots silencieux. Elle sait désormais la vérité, toute la vérité, mais elle est prisonnière de ce secret. Le visage d'Adrien hante son esprit. À la fois l'homme doux qui a su gagner son affection et le monstre calculateur qui a tué Oriana de ses propres mains. Deux facettes inconciliables d'une même personne. Quelqu'un d'autre en somme. Tout au long de ce chemin tortueux, chacun a livré sa part de vérité sans mentir ouvertement. Et pourtant, la réalité s'est dérobée jusqu'au dernier instant. Oriana a payé de sa vie la défense de son couple, Adèle a été brisée pour un crime qu'elle n'a pas commis, et Justine voit ses certitudes et ses sentiments détruits en une seule révélation. Au loin, derrière elle, la villa d'Adrien se découpe dans la nuit, chaleureuse et tranquille. Personne ne se doute que le véritable assassin d'Oriana Di Pietro y berçait maintenant ses enfants avant le coucher, le cœur léger. Dans l'âtre, le feu finit de crépiter. Le tisonnier repose à sa place, net et froid, gardien muet d'un secret sanglant. Et c'est sur cette image que se referme cette histoire, dans un dernier retournement de situation glaçant, la vérité apparaît enfin comme un éclair déchirant la nuit. Le coupable était là depuis le début, tapi sous les traits de quelqu'un d'autre, et il a gagné la partie.